Allô, allô, ici le Patate Club. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un tout nouveau format et il s'agit du Patate Club Podcast, un podcast produit par Sens Créatif et animé par Lutte Ostinato, aka Mehdi Vernizio. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce bazar, avant de vous faire écouter ce tout premier épisode, on prend quelques minutes pour vous présenter tout ça en compagnie de Mehdi. Bonjour Mehdi. Salut Mehdi. Bonjour. Eh ben merci d'avoir répondu à notre appel. Alors qui es-tu Mehdi ? Alors moi je suis multicasquette, j'aime bien me... Mais t'as une casquette là. Déjà, donc voilà, donc c'est bon. J'aime bien me considérer un peu comme multipotentialiste, c'est-à-dire que j'adore faire de l'illustration, j'adore le dessin, mais je fais aussi du montage, je cadre aussi pour les émissions de Sens Créatif quand elles sont filmées. Wouhou. Et t'es aussi vlogueur. Je suis aussi vlogueur pour moi-même sur ma chaîne YouTube. J'adore ramener ma science et partager ce que je connais et apprendre des choses. Et à côté de ça, maintenant je vais être podcasteur. Trop cool. Trop bien. Voilà, en parlant de podcast, c'est quoi le Patate Club Podcast ? Alors le Patate Club Podcast, c'est super simple, c'est un peu le petit frère de Sens Créatif. Ah bah c'est bien résumé. Voilà, c'est super. Voilà, merci à tous. Alors petit frère pourquoi ? Alors petit frère pourquoi ? Parce que en fait, Sens Créatif a ramené énormément de monde, ça a formé une communauté et on s'est tous et toutes regroupés sur Discord et au bout d'un moment, je crois que c'est grâce à Lucille Delas-Rocas, on s'est auto-proclamé patate. Oui, ouais, c'est ça. Le voilà. Patate Club Challenge, c'est elle qui l'a inventé. C'était elle qui l'a inventé. Un défi bien joué sur Instagram. C'est ça. Elle a la maternité du nom, voilà. Et du coup, on s'est tous appelés les patates et du coup, c'est devenu un peu le nom s'est trouvé tout seul, c'est que c'est devenu le Patate Club en fait. Et ce Patate Club, il fourmille de gens, de créateurs et de créatrices venant de tous horizons et de tout niveau d'expérience. Qui ont plein de talents et plein de choses à dire. Exactement, qui ont plein de choses à dire. Et moi, en fait, comme je suis tout frais, puisque ça fait que depuis 2020 que je suis illustrateur freelance. Je dessine depuis le lycée, donc ça fait un bon moment maintenant. Oui. Et il est bon, hein. Merci beaucoup. Mais voilà, du coup, comme je suis assez nouveau, il y a des choses que je connais pas. Il y a des choses que je subis comme tout le monde, comme les déboires de l'URSSAF. Mais sinon, voilà, je suis relativement un mousse dans le milieu. Donc du coup, Jérémy et Laurent, vous m'aviez proposé, vous m'aviez demandé si ça m'intéressait de me lancer dans l'aventure du podcast. T'as une voix aussi super radiophonique, hein, faut le préciser. Et puis, en tant que vlogueur aussi, tu fais ça super bien. Donc, merci beaucoup. En ce moment, mais bon, ça reviendra. Et ouais, du coup, j'ai dit banco. J'ai joué le jeu du sans enjeu. J'ai dit, allez, on y va, la tête, on saute à l'élastique. Merci à toi. Cool. Et merci beaucoup à vous pour la proposition. Et du coup, le but, pour en revenir, ça va être de parler avec ces gens, de parler avec ces créateurs et ces créatrices, de parler de leur métier, de comment ils se sentent dedans, mais aussi, et c'est là que c'est pour ça que j'ai décrit ça comme le petit frère de Sens Créatif, c'est d'aller dans le deep, de pas hésiter à parler de ce qui va, mais aussi de ce qui va pas, de comment gérer quand ça va pas, des spécificités qui font de nous des êtres un peu particuliers. Voilà, avec mon excellent anglais, what make you weird? Ah ouais. Ouais, c'est la. What's the thing that makes you weird? C'est la singularité. Ouais. C'est ça. Oui. Singularité. La singularité. C'est un beau mot français. C'est ça. Et des fois, ça peut être des singularités comme l'univers qu'on a, mais ça peut être aussi les syndromes. Je pense par exemple à certaines personnes qui sont TDAH, le syndrome du trouble de l'attention et de l'hyperactivité, qui sont des choses très lourdes à porter ou pas en fonction des syndromes, mais qui sont intéressants et qui forcément jalonnent le parcours de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Moi, ça me rappelle le slogan qu'il y a dans la ville de Portland. Je crois que c'est sur un mur ou sur plusieurs murs, c'est marqué Keep Portland Weird. Mais ouais, grave. Ah oui, je crois qu'on avait entendu parler de ça. On le voit notamment dans la série Portlandia, hein. C'est dans le générique. Mais c'est super parce que quelque part, c'est se dire, voilà, on a cette spécificité-là, cette singularité, ce côté, ce weirdness qu'on a. Et en fait, c'est ça qui rend les choses intéressantes, quoi. C'est ça qui nous différencie aussi des autres. Et c'est souvent là-dedans, qui est donc un endroit qui est un petit peu compliqué, un petit peu deep, justement, un petit peu dark side. Si on creuse un peu, peut-être que la voile se trouve là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Puis si ça permet aussi de déculpabiliser des gens ou de casser un peu des idées reçues, parce que comme dans tout métier, comme dans tout domaine, comme toute carrière, on a des idées reçues parce qu'il y a des rockstars qui sont passés par là, mais qui ont eux aussi et elles aussi leur vécu. Si ça peut permettre à des gens de se dire, ok, je suis pas selon l'idée que je me fais de ce boulot, je suis pas comme cette rockstar par exemple, je peux aussi me faire mon petit chemin. Je peux aussi être là et finalement être moi-même et me lancer dans
dans ce domaine-là et tout autant être une rockstar que les autres et que finalement il n'y a pas de moule à suivre. Ouais. Voilà. Donc un format pour désacraliser. Ouais, c'est ça. Ouais, on continue un petit peu ce qui a été initié avec Sens Créatif. Ouais, c'est Sauf que là, ce seront les personnes du Patate Club, du Patate Club. et du collectif Patate aussi, oui. qui seront mis en avant. Donc moi, j'ai personnellement très très hâte de écouter. Ça va être un nouveau podcast. Les épisodes vont être riches et très différents les uns des autres, et c'est ça qui est bien aussi. Ça va montrer un petit peu la pluralité aussi. Oui, mais il y a aussi le fait que ce sont des personnes qu'on connaît personnellement et qu'on est très proche dans la communauté, et que du coup, on grâce à toi, Mehdi, leur histoire, ouais, c'est ça. Ça va être super chouette de pouvoir approfondir et découvrir des nouvelles histoires. Ou genre la prochaine fois qu'on se verra pour un apport au patate, je serai genre hey, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. J'ai écouté ton épisode. J'ai écouté ton épisode, donc ça va être très chouette. À quelle fréquence sortiront les épisodes? Eh bien, ça sera un épisode toutes les 2 semaines. Okay. Et dans le sens, dans le contre-tempo des épisodes de Sens Créatif. Oui, donc la semaine où il n'y a pas d'épisode Sens Créatif, il y aura un épisode du Patate Club Podcast. C'est ça. Trop bien. Vous avez de la patate tout le temps. Ouais, c'est beau. Et ce sera jusqu'à l'été. C'est ça. Voilà. Là, c'est un peu mon bataillon d'essai pour prendre mes armes et me mettre à l'aise, et puis on va voir. T'as la liberté rédactionnelle, comme on dit. C'est ça. Ouais. Donc, si vous nous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, whatever. Allez écouter la bande-annonce et le premier épisode qui est sorti avec Francis Chouquet. Exceptionnellement pour ce premier épisode, on vous le partage sur Sens Créatif, histoire de vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes, on vous recommande chaudement de mettre cet épisode sur pause et à directement aller vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées. Et du coup, pendant au moins 6 mois, il y aura la double ration d'épisodes sur Sens Créatif. En fait, il y aura dans le Sens Créatif Universe, toutes les semaines, il y aura de quoi écouter. Mais carrément. C'est beau, hein? Voilà. C'est super chouette. Ok. Top. Bah, merci Mehdi. Bah, merci à vous. On a hâte de découvrir ce premier épisode qu'on écoute immédiatement. Hello everybody, hello. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est Lutte Ostinato dans vos oreilles pour ce premier épisode du Patate Club Podcast. Le podcast qui parle de créativité, qui casse les idées reçues et te partage un bon moment. Je suis illustrateur freelance depuis bientôt 2 ans maintenant et je suis ce que l'on pourrait appeler un newbie dans le métier. Je dessine depuis le lycée. L'école n'ayant pas toujours été mon fort et les relations sociales dans ce milieu, disons, un peu difficiles. Le dessin a été donc pour moi un pivot fort et important qui changea tout le game. Dessiner pour moi n'est pas forcément une passion, mais c'est un vecteur, un truc me permettant une connectivité avec le monde qui m'entoure et un médium créateur de sens. Du sens? Un peu comme dans Sens Créatif? Eh bien oui. Transition toute trouvée pour parler du producteur, ou plutôt des producteurs, en la personne de Jérémy Kleiss et Laurent Bazar, au volant du podcast Sens Créatif, et qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure. Merci les gars de me prodiguer autant de conseils et de m'épauler sur cette nouvelle voie qui s'offre à moi, le podcasting. Sens Créatif, ça fait un moment que j'écoute chaque épisode religieusement et que j'ai rejoint la communauté qui s'est autoproclamée Patate Club. Et croyez-moi, dans cette communauté, il y a des gens d'exception, le cœur sur la main, toujours prêts à s'entraider et surtout avec des talents de ouf qui n'attendent qu'une chose, la fame baby. Yeah! D'ailleurs, un collectif s'est monté suite à tout ça, le collectif Patate. Vous voyez, on reste dans la pataterie. Dans ce collectif, des patates désireuses de montrer qu'elles ont de l'énergie et de la créativité à revendre et qui sont prêtes à collaborer dans moult projets. N'hésitez pas à checker ça en visitant le site collectif-patate.fr. Vous pouvez également les retrouver sur Instagram @collectif-patate. Et vous voyez, c'est pour ça que je tiens ce podcast. Découvrir ces patates talentueuses et leurs univers, mais aussi faire comme le grand frère Sens Créatif et parler de choses deep et casser les idées reçues sur le monde de l'illustration et leurs acteurs et actrices. Ici, on n'hésitera pas à parler de moments de creux, de sujets de société, mais aussi de comment tenir la barre quand tout est compliqué et flou, comme le bordel administratif de l'URSSAF. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de partager avec vous mon entretien avec Francis Chouquet.
Francis, c'est un letteur artiste. Un lettreur en beau François. Il manie la typographie comme pas deux et sait la faire danser avec l'image pour des résultats incroyables. Nous avons parlé de son rapport à la typographie, l'histoire de la lettre et à quel point il aime transmettre les choses. D'ailleurs, il vient tout juste de sortir un cours sur Domestika et nous en parlerons également. Il a aussi réalisé un livre pour les éditions Erol du nom de Les Ateliers du Lettering, où il vous partage ses astuces pour, vous aussi, vous amuser avec la lettre et les mots. Il a également tenu pendant un moment un podcast du nom de The Typochondriac Podcast, tout en anglais, super intéressant. Je vous le dis, ce type, il a moult casquettes. Mais Francis, c'est aussi quelqu'un qui m'a partagé ses techniques pour gérer les moments compliqués. Son rapport au travail, le fait de prendre du recul quand il le faut, et comment il fait pour gérer son travail et sa créativité en étant TDAH, le trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Bref, un épisode passionnant qui m'a donné la banane. Enfin, non, la patate plutôt, après l'enregistrement. Et qui m'a fait un bien fou. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vous laisse donc profiter de cette interview avec Francis Chouquet. C'est le Patate Club Podcast. Ici Lutte Ostinato. Bonne écoute. Bah écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite si t'es chaud. Ouais, c'est bon. C'est comme tu veux. Eh bah alors, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Francis Chouquet. Bah du coup, je vais te laisser un peu te présenter. Ouais, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Francis Chouquet. Je suis lettreur, ou lettering artiste comme on veut, lettreur, typographe, et je fais un peu d'illustration, de temps en temps, mais pas beaucoup. J'ai commencé, donc je suis graphiste depuis 2004. J'ai fait beaucoup de web pendant presque 10 ans. Je faisais des sites web. J'ai fait aussi un peu d'identité à travers des logos, des chartes graphiques, et progressivement je me suis intéressé à la lettre, notamment dans mes projets d'identité où je faisais des logos de plus en plus appuyés sur la lettre, et donc de fil en aiguille j'ai dessiné de plus en plus et je voulais passer de moins en moins de temps derrière un écran, donc je me suis mis à dessiner des lettres parce que je me sentais confiant, c'était moins compliqué que de faire des personnages pour moi. Donc j'ai dessiné des lettres et de plus en plus. Et puis en 2015, à la suite d'un workshop à New York, j'ai décidé d'en faire mon métier parce que c'était vraiment quelque chose qui me parlait et qui faisait partie de moi. Donc je suis revenu, j'ai fait que ça. J'ai commencé avec des logos. Après j'ai évolué un peu vers des illustrations typographiques, c'est des trucs pour les t-shirts, des posters, des affiches, des choses comme ça. Et puis en 2018, donc j'ai eu la chance de faire un livre sur le lettering chez Erol, qui a été traduit aussi, dont les droits ont été rachetés par un éditeur américain aussi. J'ai commencé à faire de la typo, donc j'ai pris des cours à l'université de Bâle, là où j'habite en Suisse, et donc j'ai fait un semestre. J'ai bossé sur une typo, j'en ai 3 en vente actuellement, mais je crois que j'ai 9 projets en cours de typo. Ah ouais, c'est pas mal. Mais comme j'ai aussi un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, bah tu vois, bosser sur le même projet pendant très longtemps, c'est pas évident, donc j'en commence. Oui, j'imagine. Ouais. J'y reviens, je repars. Je me suis habitué un peu à ça. Et puis, mon activité s'est pas mal internationalisée l'année dernière grâce à mes challenges sur Instagram. Et j'ai eu la chance là en octobre de tourner un cours chez Domestika, en gros. Ah ouais, donc vraiment multicasquette et t'as touché à pas mal de trucs mine de rien. Ouais, j'ai touché pas mal de trucs et finalement, tu vois, des fois on se dit ça pourrait être mieux, mais quand je regarde tout ce que j'ai réussi à faire, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance et que aujourd'hui je peux un peu plus j'ai beaucoup trimé pendant 5-6 ans notamment pour avoir suffisamment de revenus, et puis dans le lettrage t'as aussi un peu besoin de multiplier tes sources de revenus pour t'en sortir. Donc je fais de la formation chez Pyramide aussi, j'ai fait pas mal de workshops par moi-même, plus le bouquin, plus le cours Domestika.
il y a besoin de ça pour s'en sortir aussi. Donc je trouve que j'ai jusque là j'ai eu pas mal de chance, ouais. Donc c'est bien aussi de s'en rendre compte des fois, parce que sinon on passe son temps à se plaindre, mais en fin de compte. Bah oui, t'as raison, des fois c'est bien de faire le point et de pouvoir un peu ne serait-ce que de se déstresser. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à avoir la tête dans le guidon et à se dire il faut faire plus, toujours plus. Ouais. Et c'est vrai que du coup faire ce petit exercice de recul, ça permet d'avoir un peu de zénitude face à tout ce qu'on a fait, et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais, puis on a aussi un côté, je m'excuse, je te coupe, mais j'ai tendance à beaucoup couper, alors. On va peut-être couper dans tout court d'ailleurs. Non, mais en fait, c'est très vrai ce que tu dis, et je pense que souvent on se dit, tu sais, on est dans une société où c'est le challenge perpétuel, il faut toujours faire plus. En plus, on a des professions souvent où il faut communiquer sur les réseaux sociaux, donc il y a ce fameux show up, donc faut être présent tout le temps, faut pas qu'on t'oublie, c'est très dur, je trouve. Et je vois là, 2021, j'ai fait une grosse année, et à la fin de l'année, je me suis dit, mais faut que je ralentisse un peu, parce que j'ai fait tellement, et c'est là où j'ai eu un peu ce recul et ce regard sur ce que j'ai fait, en me disant, tu peux lâcher du lest là en 2022, t'as fait tellement depuis que tu t'es mis au lettrage que c'est bon, quoi. Tu peux relâcher un peu le truc, quoi. Donc c'est très important. Ouais, c'est vrai qu'il y a vite tendance à se surcharger. Mais du coup, comment t'arrives à gérer ces périodes de relâchement? Parce que est-ce que c'est arrivé, comment dire? Est-ce que cette période de relâchement s'est arrivée par ton choix, ou est-ce que c'est un passage à vide, comme ça peut arriver des fois chez les créateurs et les créatrices? Alors là, c'est un choix. En fait, j'ai jamais vraiment de problème de projet ou de travail. Déjà parce que bon, si je bosse sur mes typos, mes polices, c'est moi qui bosse dessus, donc c'est moi qui peux les gérer comme je veux. Et les projets clients, généralement, c'est un flow j'ai la chance que ça soit un flow assez continu. Donc généralement, j'ai pas de période de mou. Donc en fait, c'est moi qui décide. J'ai déjà décidé l'année dernière, j'ai fait 6 mois en 2021 qui étaient très très gros et qui m'ont vraiment épuisé. J'étais vraiment en juin, j'ai commencé le mois de juin, j'arrivais pas à me lever le matin, j'avais vraiment après on utilise le mot burn-out à tout bout de chandelle, mais vraiment un gros épuisement, et puis avoir l'impression d'avoir vraiment donné sans faire très attention. J'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire que je donne, et c'est à un moment donné où mon corps se dit faut arrêter. Donc je me suis dit je prends juillet-août et je bosse pas pendant juillet-août. Donc là, tu vois, j'ai déjà fait une pause. Je les ai passés ailleurs, même pas à la maison, à gauche à droite. On a fait la Vendée chez mes parents, le Danemark. On a fait quelques trucs avec les enfants et tout ça. Donc c'était un arrêt volontaire. J'ai repris en septembre, et là, rebelote, tu vois, j'ai bossé beaucoup. J'ai fait mon cours Domestika, ce qui était vraiment pas évident à gérer. Rentrer plein de boulot et tout ça, et là, fin de l'année, j'ai dit faut que je prenne soin de moi pour réussir à pas faire le yo-yo, tu vois, c'est-à-dire booster un max, puis boum, tout se vautre, et repartir, essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus longiligne. Et comme j'ai fait une bonne année en 2021, je me suis dit 2022, je vais pouvoir relever un peu la pédale, et puis essayer de mieux planifier et de relever volontairement, ce qui est pas forcément évident, parce que les projets tombent quand même, et c'est très difficile de dire non. Bon, là, j'ai quand même quelques projets qui sont rentrés et que je vais faire et que j'ai envie de faire. Mais c'est pas toujours simple de dire non à un projet qui aurait pu rapporter de l'argent ou qui aurait pu être intéressant. Bah oui, non. Mais je sens que j'ai ce besoin de déjà d'apprendre à dire non, et aussi ce besoin de prendre soin de moi et de dire écoute, là t'as assez de boulot pour l'instant, j'ai du boulot jusque mi-avril, mais pas dans le rush, et ça me fait un petit revenu qui me paye mes charges. Ça aussi, c'est un truc que j'ai revu en 2021. J'ai appris à travailler en fonction de mes besoins, c'est-à-dire que mes besoins, ce sont mes charges plus une part des charges de la maison, de la famille.
Et je faisais jamais ça avant. Avant, c'était je prends tout le travail qui rentre et puis allons-y, et puis sans trop savoir de quoi j'ai besoin. Et en 2021, j'ai changé ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire là, je peux payer mes charges jusque temps. Donc mettons au mois de mai, mois de juin, jusque mois de mai, mois de juin, j'ai pas besoin faut que j'ai du taf pour ensuite, mais jusque là ça va quoi. Donc du coup, ça me permet de relâcher un peu et de c'est ça qui m'aide en fait. C'est-à-dire que j'ai cette relation avec l'argent, c'est quelque chose qui me permet de bien relativiser sur ce que je dois faire ou pas quoi. Ouais, c'est ça, tu t'organises en fait vraiment comme tu sais comment tu fonctionnes à peu près. Ouais. Tu t'organises vraiment pour avoir ces moments de calme. Ouais. Et pouvoir gérer un peu cette pression qui te tombe forcément dessus comme ça nous arrive à tous. Je pense qu'il y a l'expérience aussi, tu vois, ça fait 15 ans, moi j'ai 46 ans, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans que je fais ce métier, et puis il y a un moment là, je me dis j'ai accompli plein de choses dans mon métier que je voulais accomplir, il y en a encore certaines que j'ai envie d'accomplir, mais j'ai moins cette pêche, j'ai moins ce besoin de devoir tout casser, tout défoncer. Là, moi, mon gros plaisir en ce moment, c'est faire de la rando. Je sors 2 fois par semaine pour faire des grosses randos dans les Vosges. J'en suis plutôt là, tu vois. Je suis plutôt à me dire, j'essaie de trouver une bonne balance entre les plaisirs personnels, ce que j'ai envie de faire et mon travail. Et de plus en plus, c'est prendre des projets qui m'intéressent et puis accepter des fois que c'est de l'alimentaire, mais il y a moins vraiment ce côté un peu carrière, atteindre des objectifs super forts. Je pense que j'ai un ami américain qui est décédé maintenant malheureusement d'un accident de vélo à l'automne, qui disait tu vois j'avais un job, je m'étais dit dans ma vie je veux atteindre tel ou tel client, et je pense que ça c'est vraiment un truc que j'ai envie d'atteindre. Et le mec à 30 ans, il a atteint tous ses clients. Et il s'est dit maintenant qu'est-ce qui se passe quoi. Et il s'est rendu compte en fait il voulait ses objectifs, et une fois qu'il a atteint ses objectifs, il s'est dit finalement c'était pas si top que ça, et en plus qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Et donc c'est ça un peu, c'est de te dire moi aujourd'hui je ressens plus ce besoin, j'ai plus la niaque comme avant pour aller chercher la gloire ou le succès, et plutôt me dire si j'arrive à avoir une balance pas trop mal entre la vie perso et ce que j'ai envie de faire personnellement et la vie pro, ça me convient quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, c'est un peu casser les codes de on doit travailler toute notre vie, puis à la retraite, là c'est là qu'on pourra profiter. Ah ouais, complètement. Alors qu'en vrai, généralement, une des phrases les plus connues qu'on sait, c'est que quand on est jeune et travailleur, on a de l'énergie mais pas de temps. Ouais. Mais quand on est à la retraite, on a du temps mais plus d'énergie. Ouais. Et là, j'ai l'impression que avec ta manière de voir les choses, tu trouves le moyen de mixer les deux en fait, et d'avoir et du temps et de l'énergie, juste que tu fais des paramètres pour réussir à gérer et avoir des périodes très productives et des périodes très dans l'introspection, dans le ressourcement et tout. Mais, et c'est super intéressant du coup. Mais c'est pas évident parce que moi j'imagine. J'ai pas reçu non plus une éducation. Tu vois, c'est plutôt une éducation où le travail est important. Donc moi j'ai tendance quand même toujours à culpabiliser quand je suis au milieu de nulle part. Là hier j'étais sur un sommet dans les Vosges avec une vue sur les Alpes. Je me suis dit mais j'ai vraiment énormément de chance. Et de l'autre côté je rentre et je me dis bon allez il est 14h, faut que je me mette au boulot. Et c'est pas encore je l'accepte pas encore complètement, mais je le fais et je me dis au fur et à mesure, ça prend forme et j'en ai besoin. C'est un travail de longue haleine un peu aussi. Mais c'est clair que c'est pas évident tout le temps. Après, j'ai aussi ma femme qui me soutient et qui adore le fait que je fasse tout ça. Elle en est même un peu jalouse, mais elle adore son taf. Et puis bon, elle sait que c'est un besoin aussi. Moi, j'ai vraiment besoin de passer beaucoup de temps dehors. Donc c'est vraiment un équilibre au fur et à mesure. Que les années passent quoi, et j'ai vraiment plus ce besoin de me prouver à moi-même ou de prouver aux autres. Il y a ça, c'est quelque chose qui revient souvent sur les médias sociaux. C'est tu vois, j'ai eu un mois là où j'avais pas de téléphone parce que mon téléphone était en rade.
Et quand je suis revenu, je suis retourné sur Instagram et puis j'ai vu un mec qui poste une nouvelle police, un autre qui a posté une nouvelle illustration typo ou un truc comme ça. Puis t'as ce sentiment de dire putain, ça fout un stress quand même tout ça, parce que tu dis les autres ils avancent, toi t'avances pas. Je connais bien ce sentiment-là, ouais. Tu vois, et c'est parce que on est toujours connecté à ce truc tout le temps. Finalement, pendant un mois, j'étais pas connecté, j'ai pas eu ce sentiment, tu vois. J'étais avec moi-même, je faisais les trucs pour moi ou je les faisais pas, mais j'avais pas cette pression des réseaux sociaux pour toujours être présent. C'est ouais, donc du coup, t'as pas ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out. C'est-à-dire que je l'ai dès que je reviens dessus, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est un automatisme en fait dû à ces réseaux, quoi. Ouais. Donc tu te dis, oh putain, eux ils sont en train de. En fait, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte aussi de ce qu'on accomplit, parce que là, l'année passée, j'ai fait ce cours sur Domestika. C'était vraiment un truc que je voulais faire. Je suis content de ce que j'ai fait. C'est un gros accomplissement. Il faut capitaliser un peu là-dessus aussi, pas toujours regarder ce que les autres font et que dire les succès, il faut savoir les accepter. Ça peut paraître con de dire ça, mais c'est important de capitaliser dessus, de se dire bah voilà, j'ai fait des choses, j'avance moi aussi, tu vois. Peut-être puis savoir qu'ils existent aussi tout bêtement. Mais ouais, exactement. Donc c'est vraiment important, mais ouais, je pense qu'il y a une sorte de détachement aussi, tu vois, quand je suis dehors et que je suis parti toute la journée, je suis pas à la maison en train de checker toutes les demi-heures Instagram ou Twitter et j'en vis beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant et c'est sûr que du coup tu prends beaucoup plus soin de toi de cette manière-là, je pense. Ouais, complètement. C'est clair. Mais du coup, est-ce que ce genre de truc, tu m'as dit que tu étais TDA, c'est ça? Donc c'est trouble du déficit de l'attention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. D'accord. Que j'ai découvert grâce à Sens Créatif d'ailleurs. Ah, intéressant, raconte-nous ça. Eh ben en fait, il y a eu une invitée, c'était, je crois que c'est Chloé Romangas qu'elle s'appelle. Je suis pas sûr à 100% du nom de famille, qui avait fait un blog sur la précocité, tu sais, les enfants précoces. Et j'ai lu son livre où donc moi j'avais un copain là, Thibaut Chavanton, qui avait lu son livre et qui trouvait qu'il y avait pas mal de relations avec ce qu'il avait vécu dans son enfance. Donc moi je l'ai lu et a parlé pas mal de l'attention, de la concentration et de choses comme ça. Et on a eu une discussion sur le WhatsApp du Patate Club à un moment donné. Oui. Et elle avait dit mais tu devrais regarder TDAH et tout. Et j'ai regardé et c'était assez effrayant, j'ai envie de dire. Sur 20 questions, j'en avais 17 qui étaient dans le rouge, donc je me suis dit merde quoi, c'est moi. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai fait j'en ai parlé avec mon médecin. Alors j'ai pas consulté de psychologue ou de psychiatre, pas encore en tout cas. Mais par contre, j'avais déjà fait dans ma jeunesse une thérapie comportementale et en fait là ça fonctionne de la même manière, c'est apprendre à changer tes comportements. Et j'ai fini un livre il y a pas trop longtemps qui explique les exercices comportementaux à faire pour changer les choses. Et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Mais le truc, c'est que j'ai pas trop expliqué en quoi ça consistait, mais en fait, pour moi et chez beaucoup de monde, le trouble de l'attention. Alors l'hyperactivité ne veut pas forcément dire qu'on est des gens qui bougent dans tous les sens. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais par contre, j'ai du mal à rester concentré longtemps. Je procrastine beaucoup et cette procrastination fait que des fois j'ai du mal à me mettre au travail. Donc je me dis il faut que je monte, faut que je bosse et je dis putain non, j'y arrive pas, j'arrive pas à me mettre au boulot, il y a un blocage physique assez stressant qui fait que j'arrive pas à me mettre au travail et donc en fait il manque des gaps, il y a des choses, des fonctionnements des comportements qui fonctionnent pas et donc c'est important de savoir un peu modifier ça quoi. Donc du coup ouais, je me disais que ça doit pas être évident du coup de travailler en ayant ce genre de troubles. Donc comment tu t'en sors toi avec les nombreux projets que tu fais?
Eh ben, les projets clients, globalement, ça se passe bien. En fait, une fois que je suis parti, je suis parti, quoi. Donc, donc ça va. Mais disons que la motivation baisse à partir d'un moment. Et là, après, bah, il faut se forcer, quoi. Mais bon, j'ai jamais eu de soucis avec des clients, mais des fois, il faut vraiment se bouger pour réussir à finir le truc à temps. Mais bon, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, en ce qui concerne mes projets perso, je vais vraiment avoir tendance à procrastiner. Je veux dire, les polices, j'en ai plein qui sont en cours. Il y a à la fois la baisse de motivation qui fait que à un moment donné ça m'intéresse plus. Il y a le fait que il y en a, je suis parti dans des projets qui sont très longs. Il y en a sur les 3 qui sont publiés. Il y en a 2, j'ai mis presque 1 an et demi, quoi. Donc et donc au bout d'un moment, c'est moins intéressant. Puis j'ai envie de faire autre chose. Donc je pars sur une autre police et puis de fil en aiguille. Puis ça m'empêche pas de revenir après sur une autre. C'est vraiment des motivations changeantes et d'accord. Donc au fur et à mesure, écoute, j'essaye d'avoir une certaine organisation. Parce que sinon ça part dans tous les sens et puis je fais rien. Mais je structure ma journée. Je structure ma journée, oui. J'essaye de structurer plutôt bien ma journée. Je structure ma semaine aussi. Donc j'ai des jours où la marche, ou la course, ou le vélo, pas en ce moment, mais quand il fera beau, oui. Des jours où je sais que ce matin je vais marcher, courir, faire du vélo. C'est le lundi et le jeudi. Et je sais aussi que le vendredi, j'essaye de réserver ça à la typo et aller à mon atelier. Et le mardi et le mercredi, le mardi, c'est projet client s'il y en a, c'est admin s'il y en a. Et puis le mercredi, c'est pareil, si ce n'est qu'il y a les enfants à la maison, donc il faut gérer ça aussi. Donc, tu vois, j'essaie un peu de cadrer sans pour autant me mettre trop de pression, mais j'essaie un peu de cadrer. Et puis une fois par mois, il y a les patates de l'Est qui se voient. Donc oui, c'est vrai que vous réunissez pas mal. C'est cool, avec ça. Thibaut et Camille et plein. On se voit régulièrement et puis on a fait un mur avec Maëlys et puis Elodie aussi déjà. Oui, c'est vrai, oui. Donc on essaye de développer le réseau local, quoi. Donc bah ouais, c'est trop bien. Vous avez été dans le journal en plus, je crois, pour ça. Ouais, on est passé dans le journal dans l'Alsace. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'était super chouette. C'est des super projets et puis on a pas mal de choses en commun, donc c'est chouette. On peut parler de tout ça. Vraiment, pour ça, j'ai rencontré plein de gens au sein du Patate Club avec lesquels j'ai beaucoup de on peut parler de choses facilement, comme ce qu'on fait aujourd'hui en fait, et que les gens, tu sens que ça leur parle, que il se passe quelque chose, quoi. Donc ça c'est cool. Bah ouais, c'est ça qui est super sympa avec ce collectif. C'est vraiment centraliser les passions et les différentes humanités, et puis pouvoir juste tout bêtement parler tranquillement, sans pression de tout, de rien, de créer ensemble, d'avancer ensemble, ou de juste boire des bières en soirée. Enfin voilà, c'est pas, c'est ça qui est trop bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien globalement. Hein. Donc globalement, quoi qu'on fasse, finalement, on s'en fout, quoi. On passe du temps ensemble et ça fait du bien. Nous, ça arrive là, tu vois, ça fait 2 fois avec Camille, on est allé faire de la rando. On s'est fait un resto il y a pas trop longtemps avec Thibaut aussi, et puis voilà, on refait le monde, mais juste être ensemble, c'est déjà positif, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve j'aimerais bien développer un peu plus, quoi. J'espère que ça va bien se développer, effectivement. Cool. Ça a l'air de bien partir, en tout cas. Ouais, c'est super. Et du coup, alors, on va revenir un peu sur ce que tu fais, donc sur lettering artiste. D'où ça te vient cette passion du coup de la lettre? Je pense que la typo c'est quelque chose qui est important dans le graphisme. Pour moi, c'est limite ce qu'il y a de plus important. J'ai commencé quand j'ai commencé à travailler, que je faisais un peu d'identité ou même du web. J'apportais vraiment beaucoup d'importance à ce que le design soit épuré. J'ai toujours aimé ce qui était assez minimaliste, donc
j'aime bien le côté design, enfin moins maintenant, mais au début j'aimais bien le design suisse, l'utilisation de polices grotesques, des Helvetica ou des choses comme ça, et l'importance de la place de la lettre a toujours été important. Pour moi, il y a un message à faire passer, tu vois, il y a quelque chose derrière. Oui. Donc, ça m'a toujours passionné. Et puis de fil en aiguille, j'ai acheté des bouquins sur le sujet, donc soit pour travailler la typo dans le web ou dans les identités, et puis après c'était des livres sur l'histoire de la typo, les alphabets commencent à évoluer, plein de choses à gauche à droite, et je me suis mis à dessiner mes lettres, et je me suis très vite rendu compte que j'adorais faire ça, quoi. Donc de fil en aiguille, il y avait à la fois ce besoin de dessiner et puis cette sensation que je me débrouillais pas trop mal avec les lettres. Donc j'ai toujours eu ce besoin de dessiner beaucoup. Je le faisais beaucoup quand j'étais gamin. Et avec le web et les technologies, j'ai un peu perdu ça. Enfin, ce qui peut paraître assez fou, c'est, enfin, pour moi aujourd'hui, qui dessine quasiment tous les jours, c'est que entre, allez, on va dire 2004 et 2012 à peu près, j'ai pas dessiné une seule fois, quoi. Donc et je te dis, j'avais même pas de crayon, même pas de calepin, rien. Et que 2012, j'ai commencé à faire des projets d'identité. Et là, je me suis mis à faire des petits pictos, commencer à faire quelques lettres et des choses comme ça. Mais avant, j'avais plus touché un crayon pendant 8 ans, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et comme je dis, je me suis rendu compte que les lettres, ça passait plutôt bien. Donc je suis parti là-dedans, quoi. Bah surtout qu'en plus la typo, quand on commence à s'intéresser un petit peu aux histoires des différentes typos qui sont un peu les stars, je pense par exemple à la Gotham, comme tu disais aussi à la Grotesque ou à la Helvetica, c'est vraiment tout un pan du graphisme et de la communication visuelle qui est super intéressante à se renseigner dessus, qui ont toujours plein d'histoires à raconter. Et, je comprends tout à fait pourquoi tu aimes bien le lettrage, parce que moi aussi j'avais, quand j'étais en cours à l'EPSA pour mon diplôme de communication visuelle, j'avais aussi moi aussi cette importance de gérer autant la lettre que le message que l'image, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que je suis tombé sur une série de documentaires d'ailleurs qui s'appelait, alors je sais plus, c'est Sale Caractère ou je sais plus quoi. Ouais, Sale Caractère. Ouais, Sale Caractère, qui était super intéressant, qui reprenait chacune des typos et qui les replaçait dans un contexte historique. Tout à fait, ouais. Il y a une safari typo aussi d'Arte. Ah, je connais pas ça. Ah, faut que je me renseigne dessus, du coup. Et c'est super intéressant. Du coup, quand tu commences à mettre le nez dedans, si ça t'intéresse, je comprends tout à fait. Moi, j'ai deux bibliothèques remplies de bouquins sur la lettre. Ah ouais. Au grand malheur de ma femme. Et le truc, c'est que, tu vois, je regardais là, il y a, en fait, chaque période de l'art, chaque période de l'histoire, mais notamment dans le graphisme, des choses comme ça, la lettre non seulement a une place, mais a une personnalité. Donc, moi, j'ai acheté des gros bouquins de chez Taschen qui sont sur l'histoire du graphisme. Donc de 1850, 1870 jusqu'à nos jours. Et tu vois, en fonction des périodes, des lieux, des courants artistiques, des choses comme ça, tu vois des lettres différentes qui passent, des messages aussi différents. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, c'est comme ça que j'ai appris que le lettrage psychédélique des années 70 était très inspiré de l'art déco, des lettres art déco des années 20. Oui. Et que finalement, même dans l'illustration, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprises avec des couleurs beaucoup plus flashy. Et finalement, moi j'avais jamais fait ce rapprochement. Mais tu te rends compte que l'art déco, par exemple, les psychédéliques ou art déco, t'imagines tout de suite les lettres qui vont avec. Tu penses au signe du métro parisien. Psychédélique, tu penses peut-être à Grateful Dead, à des choses comme ça, à des lettres bien gonflées et tout. Et tu t'es dit, mais la lettre, elle a son importance dans l'histoire aussi. Donc moi, ça m'a toujours passionné. Alors, moi, je suis un grand passionné du lettrage américain entre les années 40 et 70.
et ça reflète toute une culture, tout un système, quoi. Et des fois, je suis là en train de regarder. J'aime beaucoup aussi regarder les films de ces années-là, et tu vois dans ces années-là, c'est là où Saul Bass, par exemple, avait fait tous ces génériques ou les crédits des films avec des super typos. Enfin, il y avait super illustrations, super montage et tout. Mais il y a aussi de la belle typo. Et c'est un truc, c'est devenu une habitude en fait. Je voyais il y a pas longtemps sur Netflix un festival, une sorte de Woodstock Black qui a été fait quelques mois avant le Woodstock. Dans Harlem ou dans le Bronx, je sais plus si je me trompe pas. Et donc que des artistes noirs, que du public noir, un truc de folie, c'est super beau, faut le voir. C'est sur Netflix, je sais plus le nom, mais faut regarder. Et en fait, la scène est avec une sorte de pattern mid-century que j'adore, et un gros lettrage comment dire, c'est imparfait, ça colle super bien avec le film, la musique, le quartier et tout ça. Et je me suis dit, mais l'impact de ce genre de choses, c'est vraiment phénoménal. Et je trouve que pour ça, les Américains, bon, nous on a fait d'autres choses fantastiques en Europe aussi, mais c'était quelque chose que j'aime beaucoup, notamment les affiches de films de ces années-là. Le lettrage est toujours énorme, quoi. Donc j'attache vraiment une importance. Il y a un amour de la lettre que j'adore, quoi. Et du coup, comment tu abordes un projet typo, du coup? En fait, la première phase pour moi, c'est toujours l'expérimentation. Donc, j'expérimente sur Instagram quand j'ai besoin. Donc, je fais ce challenge chaque année de 100 jours dans lequel je me dis, allez, je me prends un sujet. Et puis un jour, je me dis, je vais... l'année dernière notamment, je me suis dit, j'ai envie de faire de plus en plus de choses un peu déstructurées, imparfaites, parce que pour moi, c'est vachement important. On revient un peu aux médias sociaux, mais il y a toujours cette idée de perfection, de toujours faire les trucs nickel et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de déstructurer un peu tout ça, de bosser un peu comme ils le faisaient dans les années 50-60, où t'avais pas cette police derrière qui disait oui, mais là, il y a un peu trop d'espace, un peu trop de ceci, un peu trop de ça. Bon, ça fait partie des bases et c'est les cours que j'enseigne. Mais je veux dire, on a déstructuré, donné de l'humanité aux lettres et des choses comme ça. Et je pars, voilà. En ce moment, j'ai envie de faire ça. Pouf, je fais 100 jours là-dessus. Et puis, après, t'as des projets qui tombent. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Les projets qui tombent en fonction de ce que j'avais fait pendant mon challenge. Et donc, là, soit les gens ils savent ce qu'ils veulent et donc ça va très vite, soit ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Mais moi, je reste dans mon style, c'est-à-dire que j'ai dit d'entrée de jeu, moi, je fais plutôt de la typo rétro dans ce style-là et tout. Donc, je répondrai à la demande dans mon style et 90% du temps, c'est ce pourquoi les gens viennent me chercher. Donc, ça se passe super bien et je me sens libre un peu de créer et d'apporter ma patte. Et voilà, la plupart du temps, les gens sont contents. Et dans ma création de police, c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire que j'ai une idée, des fois c'est même un lettrage, ça commence par un lettrage et je me dis ça pourrait être sympa en police. Alors moi j'aime bien les lettres enchevêtrées, des trucs comme ça, donc c'est un peu complexe à mettre en place. Mais c'est des trucs que j'aime bien, donc j'ai essayé avec le temps d'affirmer mon style, ma manière d'aborder la lettre, pour en faire quelque chose qui m'est propre et que ce soit à la fois dans le lettrage ou dans la typo plus générale. Et je fais en sorte aussi que les clients viennent me voir pour ce genre de choses. Donc, pour ça, ouais. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, voilà, je me sens à l'aise avec une période du graphisme, je me sens à l'aise avec des styles et donc je reste un peu là-dedans, je fais un peu évoluer et je trouve un certain public qui aime ça, donc voilà.
Ouais, je vois ça sur ta page Instagram. Là, c'est l'avantage. Je peux regarder en même temps. C'est que du coup, c'est donc du coup le 100 Days of Type, c'est ça? C'est ça, ouais. Où tu régulièrement chaque jour tu expérimentes et tu testes du coup tes typos. Et Ouais. du coup, c'est marrant parce que tu disais que tu dessines pas tant que ça en illustration. Et moi personnellement, je trouve que quand on travaille quand on est lettering artiste, quelque part, bah et je vois par rapport à ce que tu produis sur ta page Instagram, Ouais. c'est que finalement le dessin c'est aussi je me suis vendu tout seul la mèche, mais la typo c'est aussi le trait, c'est aussi le dessin. Ouais. Et finalement ces petites expérimentations, moi je les vois un peu comme des petites illustrations parce que tu t'amuses avec les mots, tu t'amuses avec les formes. Ouais, tout à fait, ouais. T'as vraiment ce truc là où je vois par exemple Mountain Harkolings. Ouais. Où vraiment tu t'amuses à placer tes lettres et pour décrire un peu vocalement ce que c'est vraiment donc cette phrase Mountains are Callings avec cette typo très forte et très présente, et en fait tu illustres la montagne par l'absence de montagne, c'est-à-dire que par l'interlignage Ouais. de ces mots, de cette phrase, pardon, tu suggères, et je trouve que c'est très illustratif justement, et c'est ça qui est intéressant. Bah c'est par ce biais en fait que j'ai abordé l'illustration. Ouais. C'est par la déformation des lettres, hein. C'est par mettre un sujet visuel autour d'une lettre. Dans mes workshops, je fais des exercices de calligramme, et les calligrammes c'est utiliser les lettres pour en faire des formes. Donc par exemple, tu peux avoir une ampoule et puis mettre en fait la phrase va être en forme d'ampoule, tu vois. Donc et j'aborde beaucoup la lettre, l'illustration de manière détournée. Et là, les derniers mois, je me suis mis à faire quelques vraies illustrations. Et ce qui est assez marrant, c'est que le retour des gens est de dire que on reconnaît mon style, comment dire, dans autre chose que le dessin de lettres. Et donc finalement, je trouve que c'est vraiment le dessin de lettres qui m'a permis d'aborder d'autres sujets que la lettre elle-même, quoi. Donc c'est à la fois un travail assez technique, mais aussi moi j'aime ce côté, comme tu dis, le message à travers la lettre a un aspect visuel qui est autre que la lettre d'une certaine manière, soit volontairement ou soit involontairement, quoi. Ouais, non, c'est super intéressant. Puis ouais, comme tu dis, ça te crée vraiment une patte, et on le sent à travers toutes tes créations que je suis en train de regarder en même temps qu'on se parle. Et du coup, tu m'as dit que tu avais fait un livre, du coup. Ouais. Alors, je crois que ça s'appelle Les Ateliers du Lettering, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était un livre commandité par Erol, les éditions Erol, qui m'ont contacté en 2017, quelque chose comme ça, pour écrire un livre. Je dis 2017 parce que je crois qu'il est sorti, je sais plus quand il est sorti. Enfin, je suis un peu paumé là avec les années Covid. Oui, ça fait un bordel. Il m'a fallu 1 an et demi pour le faire, donc je sais plus exactement quand ils m'ont contacté. Mais ouais, c'était un gros projet. Encore là, TDAH, fait des siennes, les baisses de motivation, se remettre dans le bain, être content de son travail. Enfin, ça n'a pas toujours été simple, mais le bouquin est sorti. Il marche bien, il a des bonnes notes. Et Erol est content et a été content quand je l'ai fini. Enfin, le soutien est là, donc je suis content de l'avoir fait, quoi. C'est toujours quelque chose que je le voulais utile, tu vois. En fait, ce qui m'a un peu comment dire, chagriné au début, c'était que de se dire j'aurais voulu faire un beau bouquin, un truc que j'aurais géré de A à Z, mais j'ai mis 1 an et demi rien que pour le contenu déjà. Et puis deuxièmement, je voulais quelque chose de très pratique, avec des exercices, avec tu vois, un suivi pour que les gens puissent l'utiliser, qu'ils puissent l'emmener partout. Le but du jeu, c'était pas de faire des belles lettres et que
on le feuillette une fois de temps en temps. C'était vraiment que tu le prennes, que tu l'ouvres, que tu regardes chaque page, que tu mettes des notes et des choses comme ça. Et mais je savais pas comment les gens ils l'accueilleraient et j'ai jamais eu de mauvais retours, donc je suis content que ça plaise et finalement des fois on met peut-être la barre un peu trop. Enfin je sais pas. Ouais. Ça. Je suis content. Là encore, je suis content que ça marche bien. Donc je crois qu'on en a vendu 4000 exemplaires. Ah ouais. Ils ont lancé une réimpression et voilà pour l'instant. Enfin 4000 exemplaires en France. Le reste en la version US, j'ai pas trop de nouvelles là depuis le Covid. Donc il y a une traduction du coup, cool. Ouais, c'était en fait Erol a vendu les droits à un éditeur américain dans la foulée. Ouais. Quoi. Et ils ont fait un super bon boulot à ce niveau-là. Et puis du coup voilà, c'est surtout une relation entre l'éditeur français et l'éditeur américain. Ouais. Moi, je touche juste les royalties, mais le reste normalement c'est l'éditeur qui gère quoi. Qui gère tout, ouais. Ah mais c'est trop cool, ça doit être vachement ça doit être très satisfaisant, j'imagine, de Ouais, c'est un sacré bébé. Et puis oui, c'était très très important. Puis moi j'aime beaucoup l'histoire, tu vois. Donc au début je raconte un peu l'histoire, comment ça se passe, comment on appréhende. Tu vois la lettre aujourd'hui, la typo, c'est pas quelque chose. Comment dire. Ça a commencé vraiment avec les moines qui écrivaient, qui faisaient de la calligraphie, la manière dont on tient le stylo. La manière dont on fait les pleins et les déliés ou qu'on fait les choses, c'est des choses qui existent depuis 500, 600 ans, quoi. Et donc, dire, voilà, il y a une raison pourquoi on fait comme ça. Donc, il faut, on suit cette raison, enfin, on suit ces raisons et puis, et le partager, le garder, le réutiliser, c'est quelque chose qui est, c'est des arts qui ne doivent pas mourir, quoi. Donc oui, je trouve ça génial, quoi. Moi j'aime beaucoup. Surtout que c'est super intéressant la typo parce que finalement ça a toujours été travaillé quoi. Enfin c'est à partir du moment où des caractères ont existé pour pouvoir s'exprimer, compter ou quoi ou qu'est-ce, il y a toujours eu cette recherche de la forme, de la lisibilité. Moi je pense aux écritures cunéiformes par exemple. Ouais. C'est tout con, mais en soi c'est une sorte de typographie pour pouvoir exprimer quelque chose. Ouais. Et ça a toujours eu cette importance en plus du dessin. Finalement, la lettre et le dessin ont toujours eu une sorte de danse l'un et l'autre. Ils ont toujours été proches. Et moi, je pense aussi... aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, c'est bon quand on a, par exemple pour les polices, on a assez de polices. Pourquoi créer de nouvelles polices? Et ce qui est assez fantastique, c'est que moi qui suis ça de près, t'as des typographes qui créent des nouveaux caractères ou des nouveaux styles, des trucs qui marchent super bien. Et tu te dis c'est fou, on n'y a pas pensé avant. Enfin, il y a vraiment il y a des gens qui veulent faire la énième Helvetica et il y a des gens qui bossent sur des polices de corps de texte où finalement tu peux pas te permettre beaucoup d'extravagance et où la lisibilité est maîtresse du tout. Mais sur des polices display ou de titrage, il y a encore manière de s'éclater et je trouve ça génial ou de revenir sur des styles un peu rétro et c'est super de voir que encore aujourd'hui on arrive à faire il y a les tendances, tu vois, sur 2-3 ans tu vas avoir un style de typo, il y a notamment la digestive de Jeremy Land qui est assez ondulée, qui est assez déformée mais tout en restant très classe et très très sérieuse. Enfin sérieuse, je sais pas si c'est le mot, mais très professionnelle, j'ai envie de dire, et qui a fait des petits derrière et des choses comme ça. Et finalement, tu vois, c'est quelque chose de super original qui fonctionne dans plein de projets un peu indépendants et tout. Et je trouve que il y a vraiment, ça évolue toujours. Le métage passe à travers de belles formes. C'est vraiment chouette. Bah ouais, c'est ça. Puis je trouve que les réseaux sociaux ont apporté quelque chose au lettering. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu parce que l'avènement de tout ce qui était Instagram, etc., ont permis aux letters artistes de pouvoir montrer dans l'instant leur création
Ouais. Le nombre de vidéos que je peux voir de temps en temps sur les stories Instagram ou même sur Instagram quand je scrolle un peu, il y a énormément il y a autant, je pense, de letter artistes que d'illustrateurs et d'illustratrices qui montrent ce qu'ils font, et ça, je pense que ça a redonné un peu un engouement au typo. Ouais, parce qu'il y a aussi ce côté un peu passionnant de voir les gens travailler la typo, qui vraiment, comment dire, sort un peu de ce côté, comme tu disais, on a déjà tout pour qu'on n'aurait pas de nouveaux trucs, quoi. Complètement. Et c'est super intéressant juste de voir l'expressivité que certaines personnes peuvent mettre dans leurs lettres, que tu vas pas retrouver dans une Helvetica ou dans un autre truc, parce que ça a été fait pour une raison particulière, quoi. Complètement. Mais ça, c'est un truc qui, il y a un peu moins de demandes. Il y a eu une grosse période vers entre 2014 et 2017-2018 où vraiment on utilisait le lettrage en long, en large, en travers. Il y en a maintenant, c'est un peu moins, mais on est plus sur des trucs de niche. Moi, je trouve ça plus intéressant aujourd'hui parce qu'avant c'était vraiment mainstream et tout le monde voulait le même style. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on attache plus à des choses qui ont de la personnalité. Ça a permis de refaire rentrer le lettrage comme une possibilité d'illustrer un message. Notamment, moi, je me rends compte, j'ai eu quelques projets là-dessus pour pour les couvertures de livres, j'ai fait des boîtes de jeux, des choses comme ça, où finalement on se dit il y a des gens qui font ça, alors qu'avant on savait pas vraiment s'il y avait des gens qui faisaient ça, ou c'était obscur, l'illustrateur essayait peut-être de le faire lui-même, ou ils essayaient avec le graphiste, mais maintenant on sait qu'il y a des gens ils peuvent te donner un coup de main pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est marrant, ouais, c'est un peu comme si on passait moi j'ai l'impression de voir ça un peu comme si on avait toujours considéré les letter artists comme des moines copistes, tu sais, discrètement dans leurs églises, tu sais, on les voit pas, puis du jour au lendemain les réseaux sociaux les ont mis en avant, et tout d'un coup ça devenait un peu swag d'être letter artist, tu vois, c'était un peu c'était tendance, quoi. C'est marrant, c'est super drôle ça. Et en plus c'est quelque chose d'assez rétro comme métier, tu vois, c'est finalement c'est revenu, je pense que c'est revenu aussi avec le besoin de retrouver des choses manuelles, des choses un peu authentiques, tu vois, plutôt qu'une standardisation un peu trop poussée, et du coup je trouve ça vraiment c'est une bonne chose. Puis c'est satisfaisant aussi des fois moi je sais que ça m'arrivait d'avoir fait des exercices illustratifs où je devais travailler une typo parce que je trouvais pas la typo, parce que maintenant on a des millions de typos qui existent, et je trouvais pas celle qu'il me fallait, et finalement en allant au dessin pour créer ma typo, elle était ce qu'elle était parce que j'étais étudiant, mais elle était cohérente avec le travail que je faisais. Des fois, c'est tout bêtement ça, quoi. C'est faire appel à quelqu'un. Alors oui, ça sera dans un style qu'on connaît peut-être déjà, mais ça sera déjà plus adapté que si tu as pris une typo formalisée ou ce genre de choses. Ouais. C'est pour ça que c'est tout aussi intéressant d'avoir. Et il y a des typos aujourd'hui qui, avec les fonctions OpenType qui permettent dans les logiciels tous d'utiliser des caractères spéciaux, donc des embellissements ici ou là, ou des lettres spécifiques qui font qui rendent un peu l'ensemble un peu moins stéréotypé et homogène, tu vois. Moi j'avais bossé pour Aurélie qui fait partie du Patate Club, et là dernièrement j'ai formé les graphistes chez les éditions Bayard sur le lettrage, et on a parlé un peu typo, et en fait eux cherchent on va bosser sûrement ensemble sur un ou deux projets où l'illustrateur crée sa propre police, soit pour le titre, soit pour les bulles, et en fait on crée plusieurs sets de lettres pour faire en sorte que quand tu tapes moi je prends toujours le mot abracadabra, faire en sorte que tous les A ne soient pas le même, c'est-à-dire que quand tu écris
avec une écriture un peu manuscrite, bah quand tu écris abracadabra, on voit pas que c'est fait, que c'est une police, quoi. On a envie que ça soit fait main. Et donc pour cela, on crée, l'illustrateur crée 3, 4 sets de lettres, d'alphabet, pour faire en sorte que, bah, abracadabra, il y en a peut-être 4 A, bah, que ça soit 4 sets différents de A, quoi. Donc, on fait évoluer un peu les choses comme ça, et c'est, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait déjà 2-3 projets comme ça. Ah, c'est trop cool. Et c'est vachement intéressant. C'est des petits projets, mais c'est cool de pouvoir aider les illustrateurs dans ce genre de choses, quoi. C'est y mettre les pieds un peu soi-même, donc c'est cool. Bah ouais. Bah justement, on va en parler de ça. C'est que du coup, t'avais tenu, je crois, aussi un atelier au sein de la communauté. Ouais. Sur le lettering, t'as été un des premiers à faire un patatelier, je crois. Ouais, c'était le premier. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure que t'as donné des cours avec Domestika, et que bah du coup, de ton amour pour la typo et de l'importance que ça avait pour toi de faire ce livre, les ateliers du lettering. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour toi aussi de transmettre, non, un peu? Ouais, complètement. Mais ça a toujours été comme ça. C'est assez je sais pas trop d'où ça vient. Quand j'ai commencé à faire du web, j'avais commencé avec WordPress. C'était en 2006, quoi. WordPress en 2006, c'était vraiment un truc très spécifique. Et j'avais fait donc un blog, hein, c'est assez logique. Et j'avais fait 300. J'ai regardé une fois, j'avais fait 600 articles en 3 ans. Ce qui veut dire 200 articles par an, ce qui est déjà pas mal du tout. Et en fait, dès que je découvrais un truc, un nouveau plugin ou quelque chose, bah j'écrivais un blog post, je partageais, j'ai toujours fait ça. Parce que tu découvres, t'as envie que les autres découvrent aussi, quoi. Et pour le lettrage, en fait, moi j'avais moi-même fait des workshops en fait avec donc j'ai appris à New York avec Ken Barber, qui est vraiment une pointure dans le lettrage. J'avais fait un stage avec Jessica Ish, qui fait aussi de l'illustration, qui est très douée. Et quand moi je m'y suis mis, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai des choses à partager aussi, hein, pour que les gens ils galèrent pas, ou qu'ils sachent où mettre les pieds. Et donc je me suis dit, bah je vais lancer un workshop, on va voir si ça intéresse du monde. J'avais fait ça au Tank à Paris, et c'était blindé, quoi. Le workshop s'est rempli en je sais pas, 1 semaine et demie, un truc comme ça. Ah ouais. Et je me suis dit, bah il faut en faire. Alors il y avait une grosse demande, il y avait plein de gens qui m'avaient dit, ouais, t'en fais quand un autre? Est-ce que tu peux venir ici dans notre ville et tout? Du coup j'en ai fait plein. Je suis allé à Lyon, à Nantes, à Lille. Enfin j'en ai fait un peu dans Strasbourg. Ah ouais. Pas mal de villes différentes. J'en ai même fait un à Berlin. Et puis bah déjà les workshops c'est 2 jours, et les gens pendant 2 jours ils touchent pas l'ordi, ils dessinent. Donc ça fait du bien, c'est une forme de méditation, c'est génial. Et puis bah ils sortent avec bah si demain ils auront un petit projet où ils peuvent utiliser de la lettre, ben ils le feront, et ils auront plus confiance en eux sur ce genre de truc. Donc moi je suis super content. J'ai vu je suis formateur chez Pyramide, donc le centre de formation, et en fait bah chez eux il y a beaucoup de grands comptes, donc j'ai eu la chance de bosser avec pas mal d'éditeurs, avec des ministères et des choses comme ça, pour te dire que la lettre est utilisée un peu partout. Et une fois j'ai vu une campagne de pub à Paris, et je me disais ça me fait penser à un truc que je fais, quoi. Et j'ai appris après qu'en fait la personne avait fait le workshop, et que donc elle avait réutilisé ce qu'elle avait appris dans un de ses projets. Donc moi je trouve ça génial, parce que t'as envie que les gens attachent de l'importance à la lettre, et quand tu vois que eux, t'as transmis ton truc, que les autres le font, ils l'utilisent, c'est génial, quoi. Donc moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et dans les gens que j'ai formés depuis que je fais ça, il y a énormément de graphistes, des illustrateurs principalement, et c'est une sorte de tu vois, j'ai toujours trouvé que dans les écoles on n'attachait pas assez d'importance à la lettre. Les cours de typo sont assez réduits, et du coup là je fais même avec un lycée sur Strasbourg, un lycée pro,
une intervention. Je l'ai fait 2 années de suite, mais bon là avec le Covid c'est un peu compliqué. Et intervenir pendant une semaine pour faire de la typo, que ce soit type design, donc typographie ou lettrage. Et je trouve ça super. Moi j'aurais adoré avoir un truc comme ça. Donc moi j'aime, je le fais pas pour garder les choses pour moi en fait. C'est important de dire j'apprends quelque chose, je le partage et je le fais pour tout en fait. J'adore la nature. Le soir, je peux expliquer à mes enfants, dire j'ai vu ça, l'albatros, il fait ceci, cela. Eux, ils trouvent ça chiant, mais ils s'en rappelleront plus tard. J'ai découvert un truc, peut-être que ça peut t'intéresser, quoi. Donc voilà. C'est ça, c'est super intéressant de toujours transmettre, et puis au pire, ça c'est des souvenirs qui restent après. Ouais, moi, je sais que il y a une curiosité aussi derrière tout ça, donc voilà. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais en études sup, on avait des cours de typo qui étaient très très bien. Ouais. Et je suis vraiment très content de ça parce que j'ai eu des professeurs vraiment cool. D'ailleurs, je passe un coucou à monsieur Philippe Moubèche qui m'a vraiment passionné sur la typo. Ouais. Et on a eu un atelier aussi, un workshop à un moment avec Christophe Badani qui est un typographe. Et super sympa et ce qui est intéressant quand tu travailles la lettre, c'est que nous, on avait été loin, par exemple, avec notre groupe de potes, on avait décidé de reprendre un peu on avait décidé de partir d'une manette de jeu vidéo de Nintendo, de la Super NES. Ouais. Et on avait dit à partir des boutons, des formes de ces boutons que Nintendo a toujours fait un peu ludique, avec des couleurs et tout, créer une typographie qui soit tout aussi ludique. Et du coup, on a été très loin puisqu'on l'école venait d'avoir une découpe laser, donc du coup, on s'est amusé aussi avec ça. Ah oui, et en fait, on a découpé les formes des manettes et on composait les lettres. Et en fait, quand tu commences à t'amuser comme ça, à ce point-là, avec de la typo, je trouve que t'as un rapport beaucoup plus intime avec et c'est super cool. C'est génial. C'est vraiment. En fait, t'as à la fois créé le caractère où tu peux avoir un rapport esthétique avec un caractère, mais dès que tu as fait un mot, dès que t'en fais plusieurs et que tu peux former des mots avec, ça c'est que ça soit sur des choses complètement expérimentales ou des choses vraiment beaucoup plus classiques. Le fait de voir un mot se former avec tes lettres, toi t'as pas conçu. Tu vois, en lettrage, tu conçois le mot, c'est-à-dire que t'as le mot météo par exemple, tu vas faire les 5 lettres, enfin il y a 2 E mais tu fais les 5 lettres et tu les mets ensemble, elles vont bien ensemble et ça s'arrête là. Mais si tu crées le M, le E, le T et le O de manière séparée, tu sais pas ce que ça va donner ensemble, si l'ensemble va être cohérent, joli ou quoi. Et mais bon, tu sais que c'est de la même famille, donc normalement ça devrait coller quoi. Et quand tu commences à faire des mots c'est vraiment c'est fabuleux. Moi c'est quelque chose que je trouve fantastique. C'est le meilleur moment. C'est comme assembler des pièces de puzzle et voir l'image que ça fait après, c'est chouette. C'est vraiment c'est des choses super quoi. Ouais. Ouais non, c'est trop cool. Et du coup, ça s'était bien passé avec Domestika? Ouais, super. Comment ça se passe? Si tu peux en parler, je sais pas comment tu peux en parler. Oui. Ouais, j'ai pas de là il y a pas d'embargo. Alors non, le comment on appelle ça? Le teasing ou je sais pas quoi, la preview sort le 31, donc lundi prochain, donc ça sera peut-être déjà sorti au moment de la publication du podcast. Et en fait le cours je l'ai fait je suis allé l'enregistrer début octobre. Une semaine non-stop dans leur studio, donc ils ont un studio sur Paris avec où ils peuvent faire 2 enregistrements de cours simultanés. Et donc moi j'y suis allé donc début octobre, j'ai enregistré du lundi matin jusqu'au jeudi soir. Je suis rentré chez moi complètement vidé de chez vidé. Enfin, j'imagine. C'était une énergie. Puis en plus moi qui ai du mal à me concentrer longtemps et des choses comme ça, ça a vraiment demandé beaucoup d'énergie, mais c'était agréable, hein. C'est juste que quand la pression redescend, boum, ça fait bizarre. Ouais. Mais ça a été, j'ai été suivi pendant 3 mois par une productrice, donc de juin à début octobre, j'étais en relation avec une productrice qui m'appelait toutes les semaines.
tous les vendredis après-midi pour faire le point sur ce que j'avais avancé sur ma présentation, sur les différents éléments, sur mon projet final, sur mes références, sur plein de choses. Donc fallait toutes les semaines bosser beaucoup dessus. Et donc quand j'y suis allé, tout était prêt. Il y avait plus qu'à enregistrer et il y avait plus qu'à, mais quand même c'était extrêmement compliqué parce que il faut pas se planter. Si tu te plantes, faut recommencer tout de suite. Faut pas oublier ta phrase. C'était c'est à la fois au début c'était difficile parce qu'il faut se mettre dans le bain. Autant à la fin tu commences à être fatigué, donc t'as tendance à aller plus vite. Ouais. Donc il faut garder. C'est vraiment un truc d'endurance et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une super équipe. Ils sont super bien occupés de moi. C'était vraiment très très chouette. Et puis voilà, j'ai dû finir le 8 octobre. Et puis il m'avait dit fin de l'année, autour de la fin de l'année, ils auraient fini. Et puis je pense que Omicron est un peu passé par là et a ralenti légèrement les trucs. Oui, j'imagine. Mais là, ça va sortir. Et puis je suis content. J'ai fait un projet sur tout ce que je viens de te raconter. Donc un projet sur une typo un peu déstructurée pour une affiche de concert de jazz à Brooklyn avec de la typo un peu déformée autour d'un piano qui forme un calligramme. Enfin vraiment tout ce que j'aime faire, quoi. Donc c'est trop cool. Donc je suis super content et eux c'est vraiment ce qu'ils voulaient aussi, tu vois. Donc ça c'est cool. Ils m'ont pas demandé un truc classique. Je pense que je l'aurais pas fait s'ils m'avaient demandé les bases du lettering ou des choses comme ça. Non, on allait vraiment sur une niche spécifique. J'ai présenté des auteurs des années 50-60. J'ai fait une vidéo sur les pochettes de disques de jazz dans les années 50-60. Donc je suis rentré dans un univers vraiment très particulier et je sais pas si ça se vendra des masses parce que c'est quand même assez spécifique, mais je trouve que c'est génial de l'avoir fait, quoi. Donc super expérience, c'était une très très bonne expérience. Je le referai pas, je pense, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. C'est comme j'imagine. Le bouquin, c'est vraiment là j'ai eu la chance d'être bien cadré et c'était assez vite mis en place, mais bon, je pense que c'est des choses à faire une fois, au moins une fois. Après, il y en a qui sont plus doués que d'autres, qui ont moi, ça me suffit. Je trouve que c'était déjà une super bonne expérience, quoi. Ouais, l'important c'est que tu sois content et que vous soyez satisfait de ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'avais envie, tu vois, l'année dernière, j'avais réfléchi à mettre en place un Patreon pour proposer des tutos ou des choses comme ça à on va dire ma communauté, même si je trouve qu'elle est extrêmement volatile. Je sais pas trop si on peut parler de communauté, mais je trouvais ça intéressant. Et puis moi, j'avais mis ça un peu en stand-by parce que c'est quelque chose qui me demandait encore du temps, tout le temps. Je savais pas trop. Et puis tu vois, 2-3 mois après, Domestika venait me voir. Donc moi, je me suis dit c'est la bonne opportunité. C'est eux qui vont gérer tout. Toi, tu arrives avec ton contenu. Et puis basta. Après, s'il y a des gens qui veulent apprendre le lettrage, il y a les formations, le bouquin et le cours en ligne. Voilà, quoi. T'as fait ta part, quoi, d'une certaine manière. Puis comme ça, toi, tu peux relayer après. Écoutez, si ça vous intéresse, j'avais donné ce cours-là et tout. Voilà, exactement. Et puis, tu vois, il y a aussi ce côté encore diversification des revenus. Avec le bouquin, le cours, ça fait du revenu passif. C'est pas énorme, mais je crache pas dessus, quoi. Donc surtout dans ton moyen de fonctionnement où tu fonctionnes par phase, c'est super pratique de penser à ce genre de revenu passif parce que ça te permet l'esprit tranquille. Ouais, complètement. Et ça c'est vrai que on crache pas dessus, quoi, c'est clair. C'est clair. Si ça marche bien, après on verra. Enfin, pour Domestika, je peux pas encore dire, mais pour le bouquin, ça marche bien, donc je suis content. Ouais. Non, c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Je te ferai des retours parce que moi, je m'intéresse un peu à Domestika. J'ai pas encore passé le pas, j'avoue, mais j'ai l'impression que ça prend vachement d'essor et que ça
Ça a l'air assez intéressant. Ouais, les cours sont de qualité, donc Ouais. je parle pas pour le mien, mais moi j'en ai acheté une dizaine pour suivre des trucs à gauche à droite. C'est vraiment bien structuré, contrairement à Skillshare où t'en as qui sont très bien, mais t'en as d'autres, c'est fait sur une webcam dans un bureau pas suffisamment bien éclairé. Enfin, des fois c'est un peu très artisanal. Ouais. Là, au moins c'est eux qui gèrent, tu vois. Donc Ouais, ils c'est gèrent carré, le ouais. contenu, ouais, c'est super carré. Donc ça, pour ça, tu sais que tu vas peut-être payer entre 10 et 20 balles le cours, mais enfin, ce que je trouve qui est déjà pas beaucoup. Et en plus, Ouais, c'est super bien foutu, quoi. Donc ouais. donc ça, c'est bien. Ah, c'est trop cool. Mm. Et alors du coup, c'est marrant parce que ça me crée un peu un lien avec ce que je voudrais aborder pour la fin du podcast. C'est que j'ai découvert aussi que tu avais fait un peu de podcast, t'avais eu un peu une expérience de podcasteur du coup. Ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, en fait, c'est que comme je travaille ma propre identité uniquement sur les médias sociaux, j'ai tenu un blog pendant très longtemps. J'adorais partager. En fait, c'est toujours pareil. C'est le partage. Et j'ai commencé par une newsletter. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais j'aimerais vraiment faire du podcast sur le lettrage en anglais, mais pas forcément pour le coup interviewer quelqu'un à chaque fois. Ça peut être des monologues, ça peut être des interviews et interviewer les gens sur un sujet bien spécifique, tu vois. Genre on va parler d'un événement ou d'un projet ou d'un truc comme ça. Et puis j'ai commencé en mai et puis j'ai arrêté en juin. Le pourquoi du comment, c'est que j'ai tendance à mettre ça sur le dos encore du TDAH. Je sais pas si je dois beaucoup tout mettre sur son dos, mais j'ai tendance à faire beaucoup de choses et puis au bout d'un moment je me rends compte que j'arrive pas. Les journées sont trop courtes, j'arrive pas à tout gérer. Donc j'ai commencé ça, j'ai trouvé ça génial. C'était pas mal suivi. J'avoue qu'aujourd'hui encore, j'aimerais bien reprendre et le faire. Mais j'apprends. J'ai déjà depuis l'été dernier, j'ai appris pas mal de choses sur ma manière de fonctionner et donc de me rendre compte que vaut mieux essayer d'en faire moins et de faire mieux que de multiplier les projets et faire en sorte qu'ils s'arrêtent, quoi. Oui. Et puis c'est de la enfin bon, tu le sais maintenant aussi bien que moi, c'est de la préparation, c'est du temps de disponibilité, c'est du montage, c'est de la communication, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc c'est c'est vraiment plus de temps que ça n'y paraît. Et du coup, je me suis dit si j'accumule tous les projets comme ça pour ma communication et tout, ça fait un peu beaucoup. Donc à la rentrée, j'ai dit j'attends de voir un peu. C'est un peu ma manière de fonctionner un peu ces derniers temps, c'est d'essayer de relâcher un peu la pression et de voir si l'envie revient. Tu vois, c'est faire les choses par envie plus que par c'est important ça. T'es sur les médias sociaux, alors faut que t'aies ton podcast, faut que t'aies ta newsletter, faut que tu postes 1 à 2 fois par semaine, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Là, c'est vraiment, si à un moment donné le podcast, ça doit revenir, ça reviendra. Alors, je sais bien que ça se fait pas, il faudrait faire 1 fois toutes les semaines, ou 1 fois toutes les 2 semaines, ou 1 fois tous les mois, tu vois, faut une organisation, faut pas perdre les gens, ils savent pas quand tu publies et tout, et donc, moi, je me dis, si à un moment donné l'envie revient, on verra. Mais pour l'instant, comme je suis un peu en train de lever le pied, c'est pas trop le moment, quoi. Tu vois, j'ai même réfléchi à si je vais faire mon challenge, de 100 jours cette année, parce que finalement, j'ai assez de boulot, je sais pas trop sur quoi faire mon challenge. Ça serait encore plus de l'illustration et moins du lettrage, ou plus les deux. Enfin, je sais pas trop. Pardon. Et je me dis, te fous pas la pression, tu t'attends de voir. Peut-être qu'à un moment donné, je vais dire, j'ai besoin de ce challenge, j'ai besoin de m'y mettre, et puis je m'y mettrai à ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment là, j'essaie de voir un peu venir. Je fais le boulot que j'ai à faire, mais j'essaye un peu de
pas trop me disperser. C'est un peu un problème chez moi, c'est de m'engager sur plein de trucs. Tu vois, notamment, je dois faire c'est prévu depuis l'automne faire un patatelier sur les réseaux sociaux. Et c'est difficile pour moi de trouver le temps, c'est difficile de le préparer. Et ce qui est difficile aussi, ce qui est difficile aussi, c'est que mon utilisation des réseaux sociaux est en train de changer. Et ce que je me sens mal à l'aise de faire, c'est de faire un truc en disant il faut que vous soyez présent tout le temps et tout, alors que moi je suis plutôt sur l'autre côté en ce moment à me dire je redescends, j'essaye un peu de relâcher du lest. Alors c'est un peu difficile, c'est la période un peu difficile pour savoir comment me positionner. Donc Laurent m'a dit plusieurs fois ça presse pas, on fait en fonction de son temps qui est disponible et tout. Donc je m'excuse aux gens qui l'attendent depuis un moment, mais bon, comme moi-même je suis en pleine réflexion là-dessus en ce moment, c'est un peu difficile d'aller vendre quelque chose que je ne prône pas forcément en ce moment, quoi. Ouais, je te comprends tout à fait. Moi, c'est pareil, j'ai un atelier sur la morpho et je suis désolé auprès de tous ceux et toutes celles qui attendent. Ça fait un moment que je dois le faire aussi. Mais pareil, je suis tellement dans ces phases-là où j'ai des creux de vagues et des montées où c'est yo-yo, quoi, que c'est toujours un peu compliqué à gérer. Bon, ça, c'est la partie que je me dis à moi-même pour autogérer, mais je suis tout à fait d'accord sur le côté où on doit... par moment, c'est important de garder l'envie. Parce que c'est vrai que il y a des moments où on est obligé de faire des choses parce qu'il faut bien manger, faut bien être actif, faut bien être dans le mouvement. Ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir toujours cette importance de garder l'envie sur certaines choses pour que ça soit sincère et motivant à faire, tout bêtement. Parce que si tu fais quelque chose pendant 100 jours mais que t'es pas motivé, moi par exemple, je vais prendre l'exemple de cette année avec le défi de Inktober, où j'avais eu énormément de boulot qui tombait en même temps. Parce que je monte les épisodes pour Sens Créatif et je tourne aussi des fois des séquences pour eux, pour Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Et du coup, ça tombait pile dans un moment où il y avait besoin d'énormément de tournage et de déplacement, et du coup gérer après, quand t'as plus d'énergie, un défi quotidien, c'est très dur, très compliqué. Ah oui, complètement. Surtout qu'en plus, moi, comme un cono, j'avais décidé de faire de la vidéo à côté pour expliquer et donner un peu un petit bilan chaque semaine de ce que je faisais. Enfin bref, c'était énormément de boulot. C'est clair. Et en fait, j'ai tenu une semaine et j'ai arrêté, et finalement, j'ai bien fait d'arrêter parce que je me dis, je l'aurais fait sans envie. Et le faire sans envie pour juste le faire, sur des défis comme ça où de toute façon on sait qu'il y a énormément de gens qui y participent. Il y a pas d'intérêt, et même quelque part ça m'aurait quelque part fait chier que du travail se débloque parce que j'ai fait quelque chose que j'avais pas envie. Parce que justement quelque part le boulot je l'aurais pris, mais ça aurait été un peu comme un caillou dans la godasse, quoi. Donc c'est un peu donc des fois c'est important quand on peut se le permettre, en tout cas. Évidemment, des fois, on peut pas se le permettre, ça c'est normal. Mais quand on peut se le permettre, se dire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est Laurent Bazar encore une fois qui disait ça. C'est des fois, il faut vérifier si quand tu te lances dans une idée, si ça te motive dès le début ou si tu te freines. Écoutez, c'est un peu cette envie-là aussi. Et après, tu vois en fonction de si tu dois ou si tu peux ou veux le faire. C'est important. Moi, il y a un truc qui me fait peur toujours dans tout ça, c'est que à force de faire, tu en perds l'envie. Enfin, il y a je sais pas comment l'expliquer. C'est, on a choisi. Alors, j'aime pas trop le terme passion et tout ça, tu vois, mais on a une relation qui est spéciale avec notre métier. Et des fois, je me dis, mais si tu perds cette passion, quoi, je veux dire, qu'est-ce qui te reste? Et je trouve que des fois, se mettre trop la pression, ou se mettre trop le challenge, ou se forcer alors qu'on n'a pas envie, ça peut un peu détruire cette relation que tu as avec le dessin, quoi, notamment. Et je trouve que ça peut être dangereux. Moi, j'ai des périodes où je me dis putain, j'ai tellement bossé, j'ai tellement fait, je me suis tellement mis une pression pour faire plein de choses que là j'ai plus envie, quoi. J'ai des périodes comme ça où ça fait peur. Tu te dis, est-ce que l'envie va revenir? Et je pense que c'est très important de garder cette envie, justement, pour pas arriver à un stade où tu fais t'es écœuré un peu, t'as une sorte de
trop plein de tout ce que t'aimes, quoi. T'as trop abusé et du coup t'aimes plus ça, quoi. T'as besoin de faire autre chose et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut garder pour garder cette envie et cette niaque, il faut pas non plus trop pousser mémé dans les orties, quoi, parce que sinon à un moment donné tu fonces dans le mur et tu te dis j'aime plus le lettrage, j'aime plus l'illustration, j'aime pas mon style. Tu vois, il y a je trouve qu'il y a toujours un risque quand même d'arriver à une surchauffe un peu oui, je suis d'accord. Et c'est là où c'est important, et que tu nous en parlais au début de l'épisode, c'est important des fois de se recentrer et de partir dans totalement autre chose. Alors la randonnée, la curiosité. Après c'est comme ce qu'on disait, faut réussir à faire la balance entre les besoins financiers. Moi je lis, c'est un privilège de pouvoir faire tout ça. Après c'est un privilège, et en même temps je me dis que je vis qu'une seule fois et que je fais pas ce métier. J'en parlais ce matin encore avec le collègue de mon atelier qui sort d'un projet hyper stressant et qui lui se remet en cause, et je dis mais faut pas te remettre en cause, je veux dire si tu fais ce métier pour faire des projets qui sont stressants, c'est pas le but du jeu, tu vois. T'es là pour t'éclater dans ce que t'aimes faire à la base. Donc je pense que c'est important quand même quand on est jeune qu'on soit conscient de ça, et que quand on a l'expérience et que en ce qui me concerne, avec le temps, c'est un peu plus facile au niveau de travail, de savoir qu'à partir d'un moment tu as une opportunité de prendre un peu de recul, faut le faire, quoi. C'est et de centrer un peu. Après moi ça a pas mal joué aussi les enfants, tu vois. Les priorités ont un peu évolué et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je disais au début que depuis l'année dernière, je regarde ce dont j'ai besoin pour payer mes factures, et une fois que je sais que mes factures sont payées pour l'année, j'ai la chance de pouvoir l'année dernière en tout cas d'avoir pu remplir cette condition avant la fin de l'année. Donc tu te dis voilà, jusqu'à la fin de l'année, tu peux lever un peu le pied et puis prendre un peu de temps pour toi, quoi. Mais c'est clair que c'est super, c'est facile à dire, mais c'est super dur à faire. Et puis surtout dans nos métiers où tu fais pas fortune. Donc c'est ça. C'est des choix, c'est des c'est pas facile. Puis c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, c'est un privilège, mais il faut pas non plus pour autant le renier et se dire que moi je vois ça comme ça, c'est que si on prend pas ce privilège et que surtout on partage pas le fait que ça peut être bénéfique quand on peut le prendre, de prendre ce privilège, quelque part on montre pas aux gens qui peuvent avoir déjà des fois des moments de privilège qui se rendent pas compte, je pense, et qui peuvent le prendre, et que du coup quelque part petit à petit, si on en parle et qu'on montre qu'on peut le faire, même si évidemment tous les métiers peuvent pas se prêter à ça, je suis d'accord. Mais même je pense que même au sein de nos vies hors boulot, il y a moyen d'avoir des moments où tu peux reprendre du recul sur toi, etc. Ça peut passer par la méditation ou autre, quel que soit le truc. Je pense que plus on en parlera, plus on partagera, plus les gens se diront peut-être que moi je peux le faire aussi. Et petit à petit, alors évidemment ça fait un peu utopiste comme j'en parle comme ça, mais on changera quelques briques de cette manière de voir la société, de comment elle s'est construite, et de voir comment la changer petit à petit et faire qu'on se sente un peu mieux dans nos baskets, quoi. Ouais, finalement c'est le plus important. Il y a eu pas mal de bouquins. Moi je pense souvent à un livre de Lisa Congdon sur je sais plus comment il s'appelle, c'est un tigre en photo, c'est pour trouver ta propre voie, ton propre chemin, tu vois, et en expliquant que c'est important quand même d'être en phase avec qui tu es, et je pense que c'est important de passer sa vie en étant en phase, en apprenant à être en phase avec soi, pour mieux la passer, quoi, pour mieux avancer, pour mieux vieillir et tout, parce que souvent ce qui peut se passer, c'est que tu te retrouves à la retraite et tu te dis putain, c'est le moment où tu te dis c'est le moment où tu prends le temps de faire le point sur tout ça, et que tu te dis merde, je me rends compte que j'ai trimé comme un malade, et que finalement je suis passé à côté de certaines choses. Alors c'est assez cliché,
Mais ce qui est important, nous on a la chance de pouvoir moduler nos travails quand on est indépendant. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, quoi. Essayer de moduler dans le sens à se dire est-ce que tous les matins en me levant, je peux pas passer 1 heure à dessiner pour moi, mais juste pour moi, tu vois, pas forcément avoir besoin de publier sur internet ou quoi, juste dire je prends ce temps. Et moi je sais que j'avais commencé mon projet de 100 jours. Ça avait commencé par en fait je l'ai pas inventé de zéro. C'est pas venu, l'idée vient pas de moi à la base, c'était une personne qui s'appelle El Luna qui avait fait un bouquin ou un article à un moment donné sur le fait qu'on est tellement à fond dans notre quotidien qu'on prend pas le temps d'avancer sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et t'as des gens qui vivent continuellement frustrés parce que ils font plein de choses, le temps passe et ils arrivent pas à prendre du temps pour eux sur des choses qui sont importantes. Et elle disait mais ce qu'on va faire, c'est que chaque jour pendant 100 jours, ça s'appelle The 100 Day Project. Pendant 100 jours, chaque jour vous allez bosser un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, le temps que vous pouvez, sur un truc qui vous tient à cœur, un truc qui vous fait plaisir et sur lequel vous n'avez pas le temps de travailler habituellement. Et la première année, mais ça avait fait vraiment un truc de ouf sur Instagram. C'est les gens faisaient du tricot, faisaient de l'aquarelle, il y avait vraiment de tout, tu vois, des projets manuels. Là, on était quand même sur les trucs créatifs quand même. Et moi, je m'étais dit, je vais faire du lettrage. Alors, j'en faisais déjà tous les ans. J'en faisais déjà tous les jours. Mais je me suis dit, mais le faire pour moi, j'avais envie de voir si pour moi, j'allais pas ailleurs sur d'autres idées, tu vois, sur d'autres styles. Et je trouvais son idée vraiment géniale et je pense que Lisa Congdon, c'est aussi un peu ce qu'elle dit. Elle dit, mais prenez une demi-heure chaque jour pour juste dessiner un truc qui vous fait plaisir ou une idée que vous avez pas forcément le temps. Et puis c'est le matin que de toute façon qu'on a le plus d'énergie et de créativité. Donc faut pas foirer cette créativité dans les emails, l'admin et tout ça, parce qu'après tu sors de là, t'es fatigué, t'es pas du tout positif et c'est là que tu vas te mettre à essayer d'être créatif. Elle estime que ça fonctionne pas comme ça. Et donc du coup, moi je trouve que c'est important, même si on avance petit pas à petit pas, de se dire je prends une demi-heure chaque jour pour faire. Ça peut être aller courir, ça peut être faire carrément autre chose que. Mais putain, je m'excuse, mais juste prendre une demi-heure pour soi chaque jour. Et j'ai plein de gens à qui j'en ai parlé qui me disent mais si tu savais comment j'ai pas le temps, c'est vraiment un mal de notre société. Hein. Et je dis mais tu passes une demi-heure en moins sur les réseaux sociaux, sur ton email et sur ton ordi par jour. Tu prends ça, c'est la première chose que tu fais dans la journée si tu peux ou quand les enfants sont partis ou avant que les enfants se lèvent si t'en as. Bref, tu peux essayer de t'arranger. Et puis, tout le reste de la journée va passer plus facilement parce que t'auras pris soin de toi. Et si tu fais ça tous les jours, c'est un gros truc positif, quoi. Donc, je trouve ça, j'ai vraiment commencé comme ça et j'ai amené pas mal de monde. J'en ai parlé avec des patates, de ce genre de trucs. Et je pense que c'est hyper important de mettre ce genre de choses en place, quoi. Ouais, non, mais là, t'as totalement raison. T'as totalement raison. Et moi aussi, je commence à me pencher un peu sur ce truc-là parce que, moi, personnellement, je suis en phase de dépression et c'est vrai que ce genre de truc peut te permettre de te raccrocher un peu à la vie et de complètement un peu mieux, quoi. Ouais. Non, c'est super. Et puis, c'est prendre soin de soi à travers quelque chose qui nous fait du bien. C'est ne pas l'oublier. Se dire, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire que je prends pas le temps de faire? Et tu vois, moi, c'est par exemple, c'est la rando en ce moment. J'ai passé 3 ans à courir. J'ai pas mal couru. Je me suis niqué les tendons d'Achille plusieurs fois au chaque pied, pour finalement me rendre compte que c'est difficile à mon âge de récupérer un tendon neuf et que finalement la rando c'est peut-être ce qui me convient le mieux en ce moment en rééducation et que je pars. Je fais 10 kilomètres avec mon chien et l'année dernière je me disais mais je fais pas assez, j'ai envie de faire plein de choses mais je le fais pas quoi.
Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire qui te plaît? Moi, c'est la rando. Donc cette année, je me suis dit, écoute, voilà, 2 fois par semaine, je fais ma rando. Et je me suis dit, je me suis même mis un défi. Alors, ça m'emmerde toujours de parler de défi parce que c'est encore se foutre la pression pour autre chose. Mais me dire, voilà, mon but, ça serait essayer de faire 1000 kilomètres sur l'année dans les Vosges. Et ça veut dire 20 kilomètres par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et surtout en ce moment, c'est pas mal enneigé, donc c'est pas évident d'aller partout. Oui, mais tu vois, se dire, je sors ma carte le mercredi, c'est ce que j'ai fait mercredi soir. Hein. J'ai pris ma carte, j'ai pris 1 ou 2 apps pour voir un peu où je voulais aller, ce que j'ai envie de faire, le dénivelé, les vues qu'il y a. En plus, ce qui est assez génial, c'est que ça a développé une sorte d'amour pour la photo, sans trop me mettre la pression, mais juste prendre quelques photos. Je me suis acheté un vieil appareil argentique. Un point and shoot, donc pas de paramètres, tu le sors, tu l'allumes, tu prends ta photo, et voilà, et c'est juste apprécier de faire les choses simplement, ralentir, et un peu difficile, je pense que dans nos métiers, tu vois, parce que la retraite, on parle d'une retraite hypothétique aussi, on sait pas trop, il y en a sûrement plein d'entre nous qui cotisent pas ou peu, donc c'est le bazar, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire, faut vraiment pas attendre, faut en profiter chaque jour, quoi, parce que on sait pas dans 20 ans où on sera, ce qu'on fera, on sera peut-être pas là, tu vois. Il y en a qui meurent à 37 ans dans un accident. Ah ouais, c'est ça. Donc non, c'est cliché, mais faut profiter de l'instant. Ouais, c'est cliché, même si mais c'est quelques important. minutes, faut le prendre, ouais, c'est ça. Complètement. C'est ça. On est totalement d'accord. Écoute, super. Merci beaucoup, Francis, de rien, pour cette discussion. Et pour moi. Ouais. C'était super intéressant, super cool. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Domestika et puis de continuer. Moi aussi, j'espère ne pas pleurer devant le teasing en voyant ma tronche mal rasée et mal réveillée, mais bon, à part ça, on va voir un peu comment ça évolue. Ouais, c'est toujours dur de se voir dans une caméra ou de s'entendre. J'aime pas ma voix, tu vois. Mais remarque, je fais un podcast, hein, j'aime pas ma voix et je me suis mis dans le podcasting. Alors, tu vois. Non, mais c'est pareil. Mais je pense qu'il y a peu de gens c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense, hein, tout bêtement, de s'entendre autrement qu'avec sa voix intérieure. C'est clair. Donc bon. En tout cas, ouais. Merci beaucoup. C'était. Merci à toi, Mehdi. J'ai passé un sympa de m'inviter. Merci. Et hop, c'était mon entretien avec Francis Chouquet. Merci du fond du cœur, Francis, pour ce super moment. Je suis super content de commencer cette saison avec toi. Et je le répète, cet épisode m'a vraiment donné un coup de fouet qui fait plaisir. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre le travail de Francis via son site internet et son Instagram. Si cela vous intéresse également d'apprendre le lettering, son cours sur Domestika sera vous mettre en joie. Tous les liens ainsi que les sources citées seront dans les notes de cet épisode. Bon, alors, vous en avez pensé quoi de cet épisode? Il me tarde de savoir tout ça, donc n'hésitez surtout pas à me partager en commentaire ou sur le Discord du Patate Club ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous lirai avec grand plaisir. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à manifester votre joie avec 5 étoiles sur Apple Podcast et un bon petit like sur vos autres plateformes de podcasting préférées. Et surtout, n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous, c'est ce qui fait vivre le podcast. Vous pouvez suivre mon travail ainsi que les aventures du podcast sur Instagram @patateclub_podcast et lutte-ostinato luth-ostinato. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, patreon.com/luthostinato illustrateur. Les contributions commencent à partir de 2 € et vous permettent de soutenir mon travail, mais aussi de vous permettre d'écouter les épisodes avant tout le monde, donc autant en profiter. Je tiens à remercier chaleureusement Jérémy Kleiss et Laurent Bazar de produire ce podcast et de me soutenir tout au long de l'aventure. N'hésitez pas à suivre et soutenir également Sens Créatif et à écouter les épisodes tout frais de la saison 4 sur senscreatif.fr et toute autre plateforme de podcast que vous adorez. Vous trouverez également là-bas le moyen de rejoindre la communauté du Patate Club, que je remercie du fond du cœur pour la chaleur et l'humanité qui s'en dégage. Vous êtes les bestes, les amis. Je remercie aussi Adrien Guy pour l'habillage sonore. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux @AdriaGuy_Musique. Un grand merci à Crocuit pour le logo qui rocks. Pareil, si vous voulez suivre son travail, @Crocuit, KROCUI sur Instagram. Et pour finir, je dédicace cette aventure à ma maman. J'espère que cela l'aidera à tenir bon face aux doutes et aux frayeurs de la vie. Courage, tu vas t'en sortir. Je vous fais des bousous. Ciao les potatoes!